Le grand soir, c'est parti. Accueillons nos invités. Alain Richard, bonsoir. Sénateur La République En Marche du Val d'Oise, ancien ministre de la Défense. Benjamin Cauchy, bonsoir. Bonsoir. Porte-parole de Debout la France et candidat au municipal à Vigne-sur-Seine. Sandra Regol, bonsoir. Secrétaire nationale adjointe d'Europe Écologie Les Verts. Et Emmanuel Morel, bonsoir. Bonsoir. Député européen, cofondateur de la gauche républicaine et socialiste. Il le sait, Emmanuel Macron est attendu au tournant à moins de 24 heures de ses vœux aux Français. Il faut dire que le ton est encore monté d'un cran au 26e jour de grève contre la réforme des retraites. Les syndicats attendent un geste, une parole forte. L'opposition espère le retrait du projet. Mais vous, qu'attendez-vous? Nos équipes sont allées sonder les Français. J'attends qu'il fasse un discours qui précise et qui encadre bien sa volonté d'aboutir à des résultats concrets sur ces problèmes de retraite. Vous attendez quelque chose ou pas grand-chose? Une sage décision de sa part avec sa réforme des retraites et puis qu'il ait la bonne idée de la retirer. Je pense que ça permettrait à tout à chacun de passer une meilleure année 2020. Il faut qu'il assume, il faut qu'il aille au bout surtout. Il a commencé, il faut aller au bout. Il faut aller au bout, dit ce passant. Demain soir, Alain Richard, le président va-t-il opter pour la fermeté, pour le bras de fer sur la réforme des retraites ou plutôt pour l'apaisement, selon vous? Je n'ai pas vu son discours écrit, mais il me semblerait logique dans sa position qu'il dise simplement que cette réforme, elle fait partie de ses engagements devant les Français, qu'elle doit se dérouler dans une longue durée, puisqu'il s'agit de transformer complètement le système, qui marche depuis 70 ans, et que la négociation sur les conditions de la transition doit reprendre la semaine d'après. Et je pense qu'il encouragera les partenaires sociaux à être constructifs dans cette négociation pour qu'on en sorte. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un petit geste d'apaisement, une concession, même si on n'ira pas évidemment au fond des choses demain soir dans son discours? Non, c'est un discours des vœux. Je rappelle quand même, il s'agit de dire bonne année aux Français. Mais je pense qu'il insistera sur le fait que les conditions de la transition sont en négociation et qu'on attend des partenaires sociaux, principalement des organisations de salariés, qu'ils fassent des propositions. Je pense en particulier au débat que nous avons avec la CFDT sur l'âge pivot. On va y revenir dans notre débat. Ils savent très bien, ils sont sur la position du gouvernement, de la majorité présidentielle, pour la transformation du régime de retraite. Je pense que si on doit faire échouer cette négociation uniquement sur la question de l'âge pivot, il faut proposer d'autres variables. Benjamin Cauchy, le président peut-il trouver les mots pour apaiser la colère? Il va essayer de trouver les mots, effectivement, puisque le pays est depuis plus de 2 ans et demi en colère contre ces moultes réformes. Après, je pense qu'il va faire du en même temps, c'est-à-dire qu'il va tenter d'apaiser, et malheureusement, le fait de ne pas apporter de réponse demain soir, alors que la grande majorité des Français attendent du concret, va créer de la frustration et encore une fois, une colère qui va se reporter. Les Français attendent véritablement des décisions. Et là, on sait très bien que rien ne se fera avant le 7 janvier. Depuis plus d'1 mois, le président de la République joue la carte du pourrissement. Quasiment 18 mois de pseudo-négociations avec les partenaires sociaux autour de cette réforme. Et on arrive depuis le 5 décembre à des grèves continues. Donc, est-ce que les Français attendent véritablement quelque chose du président de la République? Honnêtement, les Français ne sont plus dupes. Sandra Regol. C'est pas la première fois que Emmanuel Macron se retrouve à faire un discours des vœux qui doit servir d'apaisement. L'an dernier, on était dans une situation dans laquelle la France était aussi en souffrance et l'exprimait à ce moment-là sur les ronds-points. Et on a eu un discours du président qui était effectivement un discours d'apaisement avec cette proposition du grand débat, mais tout ceci n'a accouché de rien. C'est-à-dire que ce sentiment d'injustice qu'éprouvent les Françaises et les Français s'est répercuté là aujourd'hui sur les retraites, mais parce qu'ils ont été patients sur la réforme de l'assurance chômage, sur la baisse des APL, sur la baisse des pensions, quelle qu'elle soit. Et donc, en fait, sur toutes ces choses, les Françaises, les Français ont été très patients. Mais là, c'est un petit peu, comme le dit M. Berger quand il sort des négociations avec le Premier ministre, c'est que la ligne rouge est encore une fois franchie. Donc oui, on va avoir un discours d'apaisement, mais le problème, c'est qu'à chaque fois, on n'a que des discours. Et ce n'est jamais suivi d'actes. En tant qu'écologiste, je suis bien placée pour le savoir.
Emmanuel Macron a fait de son mandat le mandat de celui de l'environnement, celui où on devait dire non aux pays qui, comme les États-Unis, veulent sortir de l'accord de Paris. Et les actes, c'est il y a encore quelques jours cet arrêté qui permet d'épandre des pesticides hautement dangereux, très cancérigènes, jusqu'à 3 mètres des habitations. C'est ça la réalité entre les discours très beaux et puis les actes du gouvernement. Sauf que là, on a passé la crise de 2018, on est en train de passer celle de 2019, peut-être ou peut-être pas, mais à un moment donné, la corde craque. On ne peut pas toujours jouer avec les sentiments d'une population qui a été brutalisée économiquement à ce point-là. Emmanuel Morel. Moi, je crois qu'il ne faut pas attendre grand-chose d'un discours de vœux en général. Parce que quand même, le président, il va souhaiter la bonne année aux Français. Il y aura quelques formules ciselées, mais enfin, ça sera forcément convenu. Est-ce que vous vous souvenez du discours de vœux de l'année dernière ? En 2018, le 31 décembre, Emmanuel Macron avait fait une promesse, une seule. Il avait dit « 2019, ça sera l'année du dialogue ». Bon, vous avez vu ce qui s'est passé. Donc je crois qu'il ne faut pas accorder trop d'importance à ce type de discours. Puis en plus, on a un pays qui est, en effet, comme ça a été très bien dit, bloqué. Totalement bloqué. Et on a le sentiment que pour sortir de cette crise, il faudrait que le président change à la fois de politique et soit en capacité de se réformer lui-même. Manifestement, il n'est capable ni de l'un ni de l'autre. Et ce qui inquiète les gens, parce que vous avez parlé des passants, nous on rencontre des électeurs, des citoyens, hein. Alors, on a eu les dîners de famille, ça sert aussi à ça, et il y a ce sentiment un peu curieux de l'absence du président et du Premier ministre dans cette période qui est une période intense, importante. Il y a des grèves, il y a un sentiment de chaos parfois. Alors, on a le sentiment que l'exécutif aujourd'hui est aux abonnés absents. Et je ne suis pas sûr qu'un discours de vœux, si talentueux soit-il, résorbe ce sentiment de la majorité des Français. Ce qu'il faudrait évidemment, c'est des annonces fortes de changement de politique. Ça n'arrivera pas, donc je crois qu'il ne faut rien attendre de bien précis demain. Qu'est-ce que vous répondez, Alain Richard, à cette défiance exprimée sur ce plateau et puis qui correspond en partie à une défiance des Français ? Oui, les adversaires de la majorité expriment leurs oppositions. Jusque-là, c'est sympathique et cohérent. On est là pour ce débat. Est-ce qu'on pense... Nous allons légiférer dans 3, 4, 5 mois. Nous allons voter ce projet de passage à un système de retraite universel avec une quantité d'adaptation qui va se déployer sur plusieurs années. Moi, j'attends la future majorité politique qui abrogera cette loi. Nous allons rentrer dans une réforme qui réunit la situation des Français, alors qu'aujourd'hui, suivant la profession qu'ils ont exercée, suivant l'ancienneté qu'ils ont acquise dans tel ou tel régime, ils ont des situations très inégales. Mais alors, vous faites quoi des policiers? Vous faites quoi des gendarmes? Vous faites quoi des stewards? Vous souhaitez qu'on dialogue en s'interrompant? Ouais, ça fait partie du débat, en fait. Oui. Donc, si c'est un régime universel, votre position. Mais si c'est un régime universel dans lequel toutes les personnes sont traitées de la même façon, pourquoi est-ce qu'il y a des professions qui ont des régimes à part? En fait, on est en train de revenir au régime actuel. Pas du tout. Où il y a plein d'exceptions. Voulez-vous qu'on en discute? Et je ne dis pas que ce soit mal qu'il y ait des exceptions, puisqu'il y a des conditions de pénibilité. Exactement. Le problème, c'est qu'en fait, le gouvernement ne traite que par secteur et ne prend pas en compte la pénibilité dans son ensemble. Et ça, c'est injuste. Donc, ça ne fait pas... Alors, vous allez m'expliquer pourquoi, mais il y a certes des problèmes avec le régime actuel. Il reste des inégalités. Et ce qu'on demande à des politiques, quelle que soit leur orientation politique, c'est de travailler pour le bien-être de la population. Donc de ne pas rajouter des inégalités à un système qui l'est déjà. Or ce système, vous voyez, moi en tant que femme, je suis très bien placée pour savoir que pour toutes les femmes de ce pays, il sera spécialement inégalitaire et que c'est sur nous, entre autres, sur les agriculteurs, sur les personnes qui ont des carrières hachées, que les inégalités vont... On va y revenir sur les concessions qui ont été faites par catégorie professionnelle. Vous aviez une question, une interrogation. Vous vouliez interpeller Alain Richard, Benjamin Cauchy. Il y a deux choses, monsieur le ministre. Rassurez-vous, l'opposition se prépare en 2022 à faire de cette abolition, de cette réforme des retraites, si elle passe, un enjeu majeur des élections présidentielles. Donc je tiens à vous rassurer, vous posiez la question devant tout le monde, rassurez-vous, nous nous y préparons. L'abolition au service de quoi? Plus sérieusement. Pour créer quoi? Plus sérieusement. Le président de la République a été élu avec effectivement dans son programme la volonté de passer à un régime par points.
Est-ce qu'il a expliqué aux Français qu'au lieu d'avoir une retraite comptabilisée sur les 25 meilleures années quand on est dans le privé, ça serait sur 43 ? Est-ce qu'il a expliqué aux fonctionnaires qui ont voté pour lui qu'au lieu que ce soit sur les 6 derniers mois, ce fut sur les 43 années de travail ? En aucun cas, non. Si ça avait été le cas, je vous assure, ils n'auraient pas voté pour lui. 2 critères. 1, l'universalité. Vous supprimez les régimes spéciaux pour faire des régimes spécifiques. Nul n'est dupe. Deuxième chose, le président de la République, en aucun cas, avait précisé qu'il ne souhaitait pas rallonger la durée des carrières. En l'occurrence, avec l'âge pivot, c'est 2 ans cadeau pour les salariés. Donc, c'est un double mensonge. Cette réforme est une coquille vide. Donc, peut-être par orgueil, et on sait que le président de la République en a à revendre, peut-être qu'il fera passer cette réforme, parce que s'il ne fait pas passer cette réforme, on sait très bien qu'il ne pourra plus rien faire jusqu'à la fin du mandat. C'est ce que vous souhaitez d'ailleurs. Tout le monde le sait. Non, moi je préférais qu'il travaille au service des Français et pas au service des grandes fortunes et des banques. Ça c'est mon point de vue. Mais plus sérieusement, cette réforme, si elle passe, d'accord, en 2022, j'invite tous les Français à s'unir et les oppositions à s'unir pour faire en sorte que cette réforme puisse être abolie. Vous êtes déjà en 2022. Une réponse d'abord d'Alain Richard, rapidement à Sandra Rogol et Benjamin Cauchy. Je rejoins tout à fait Mme Rogol sur le fait qu'il y a des situations professionnelles différentes. Simplement, c'est pas du tout pareil d'essayer de trouver des réponses adaptées au déroulement de carrière de gens qui ont des situations de travail différentes à l'intérieur d'un même ensemble où les règles sont les mêmes pour tous. C'est-à-dire que lorsqu'on a défini, et ça fait partie des sujets avec les organisations syndicales, des facteurs de pénibilité, le travail la nuit, le travail exposé à l'extérieur, etc., quelle que soit la branche professionnelle où les gens travaillent, le bonus pénibilité doit être le même. Ce n'est pas la situation avec les 42 régimes. Ça saute aux yeux. Et par ailleurs, il y a juste un petit sujet anecdotique dont il faut parler 5 minutes. C'est le financement. Aujourd'hui, les financements des bases de retraite des différents régimes sont assez inégales. Si on rentre dans un régime universel, tout le monde paye pour tout le monde et on applique le principe 1 euro cotisé, 1 euro de droit. Voilà l'esprit de la réforme. C'est difficile de combattre ça. Tout va. Vous allez parler, bien sûr. Je voudrais juste qu'on regarde ensemble le calendrier du mois de janvier, parce qu'il est soutenu. Il y aura les vœux demain, il y aura le 7 janvier dont vous parliez, Benjamin Cauchy, la reprise des négociations. C'est une date clé. Le 9, la grande journée d'action à l'appel de la plupart des syndicats. Et le 21, la présentation du projet de loi en Conseil des ministres. Le gouvernement pose-t-il un ultimatum à travers ce calendrier? Écoutez ce que disait Ségolène Royal sur LCI. Le gouvernement là, fonctionne par la peur. Il dit aux gens, mais si vous ne nous écoutez pas, si vous ne laissez pas faire les réformes que nous faisons, vous n'aurez plus de retraite, c'est pour votre bien qu'on le fait. Mais dites donc, il y a quand même longtemps que les citoyens français demandent à être associés aux décisions qui les concernent. Le gouvernement, Emmanuel Morel, cherche-t-il à faire peur aux Français? Si la réforme ne passe pas, vos retraites ne seront pas financées. Non, déjà, la réforme, elle est anxiogène. Ça, c'est l'évidence. Pourquoi elle est anxiogène? Parce que la seule chose qui est universelle dans cette réforme, c'est la perspective de la baisse des pensions. À la fois pour les salariés du privé, qui savaient qu'on prendrait les 25 meilleures années pour calculer leur retraite. Aujourd'hui, ça sera sur toute leur vie professionnelle. S'ils ont une vie professionnelle particulièrement hachée, eh bien, ça sera plus compliqué. C'était pour les fonctionnaires, c'était les 6 derniers mois. Alors, il y a tout un débat sur les primes. La réalité, c'était quand même ça. Et aujourd'hui, ils savent que tout ça va être mis en cause. Avec un point dont on nous dit la valeur, elle est assurée, elle sera sans arrêt à la hausse. Mais ce qu'une loi fait, une loi peut défaire. Et les exemples étrangers, moi je suis député européen, je peux en parler, témoignent justement du contraire. C'est-à-dire d'une baisse des pensions qui va en s'accroissant. Mais la deuxième chose qui devrait quand même interroger le gouvernement, là on parle du calendrier, contrairement à ce qui vient d'être dit, c'est une réforme qui fait l'unanimité, au moment où je vous parle, l'unanimité des partenaires sociaux contre elle. Je dis bien contre elle, même le MEDEF. Le MEDEF est le seul aujourd'hui partenaire social qui se félicite de la réforme, mais qui dit, par la voix de son président, on n'était pas demandeur. On n'était pas demandeur. C'est quand même incroyable que même le président du MEDEF en arrive à dire ça. Donc à partir du moment où vous avez tous les partenaires sociaux de France contre la réforme. Les syndicats disent
réformistes, les syndicats, qui sont tout autant réformistes d'ailleurs, mais qu'on appelle parfois autrement. Ben, la vérité, c'est que le gouvernement, il devrait quand même se poser des questions. Et ce qui me surprend, et ce qui surprend aussi à mon avis les Français, c'est pour ça qu'ils sont anxieux, et c'est pour ça qu'ils sont angoissés, et c'est pour ça qu'ils soutiennent majoritairement la grève, ben, c'est que le Premier ministre, comme le Président, n'apporte pas de réponse, pas plus sur l'âge pivot que sur la logique même de cette réforme, parce que quand on dit oui, mais vous étiez au courant, vous les Français, qui avez voté pour Emmanuel Macron. Je m'excuse, au deuxième tour de l'élection présidentielle, bien des Français ont voté pour Emmanuel Macron pour une seule raison: éviter Madame Le Pen. Mais au premier tour, il était en tête. Enfin, il était en tête de pas grand-chose. Et puis, je rappelle que dans le programme d'Emmanuel Macron, il n'était pas marqué spécifiquement ordonnance sur le travail, comme on l'a vu, réforme de l'assurance chômage, comme on l'a vu, réforme des retraites, comme on l'a vu, parce que le diable se loge dans les détails. Or, précisément, il y a un certain nombre de choses qu'il avait omis de préciser. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans une situation de blocage. Ce blocage, il faut le lever, mais pour le lever, il faut des actes politiques. Il n'y en a pas. Mais Alain Richard, c'est soit la réforme ou l'effondrement du système. Il est caractérisé, nous le vivons pour certains quotidiennement, sur l'Île-de-France à cause des transports. Mais pardon, le reste de l'activité du pays se déroule assez normalement. Vous parlez d'un blocage politique. Oui, non, mais d'accord. Je veux dire, le pays n'est pas du tout bloqué. La plupart des grandes activités économiques et des activités professionnelles se déroulent normalement. Ça fait comme des millions de gens en Ile-de-France, des commerçants qui souffrent, on les a entendus, le nombre de ce n'est pas rien. actifs qui provoquent ce blocage en Ile-de-France se compte en peu de milliers. Et tous les TER. Pardon ? Et tous les TER à travers toute la France, ces personnes. Enfin, ces personnes qui. C'est un nombre très réduit de conducteurs de train. C'est un nombre très réduit de conducteurs de train. Vous savez que le nombre de grévistes sur l'ensemble de la SNCF. Le nombre de personnes. Mais je sais bien, j'ai pris la semaine dernière. Le nombre de grévistes à la SNCF est très inférieur à 10%. 10% de la SNCF, ça fait 15 000 personnes. La SNCF, c'est aussi beaucoup de gens qui sont dans les bureaux, qui peuvent être en grève ou pas en grève, etc. Et c'est pas ça le problème. Le blocage, il est politique. C'est-à-dire que sondage après sondage, et les oppositions s'opposent, ça c'est sûr. Malgré le fait que les transports soient bloqués, qu'il y ait des raffineries qui soient bloquées, qu'il y ait des gens dans le privé qui s'engagent aussi pour la grève, et bien malgré tout ça, le soutien de la population française reste majoritaire. Et je rappelle que ce soir, la CGT appelle un blocage total des raffineries du 7 au 10 janvier. Donc là, ça peut concerner potentiellement toute la France. Oui, mais c'est toujours un tout petit nombre de grévistes. Ça peut suffire à bloquer le pays. Oui, mais ça, on est capable de les empêcher. Je pense que quand même, il faut pas, sur le blocage des raffineries, il ne faut pas exagérer. D'abord, ça a déjà eu lieu. D'ailleurs, relativement, je ne vais pas remonter jusqu'en 68, mais pendant la loi travail, il y a eu cette modalité d'action. En 2010, sur les réformes Fillon aussi. À la fin des années 90, 96, 97 même, je me souviens, il y a eu. Donc, faut pas non plus exagérer parce que je voyais les gros titres. La France va être bloquée. Ça n'est pas vrai. Il faut des gros titres. Mais en revanche, ce qui est vrai, et je maintiens cette position, c'est le blocage politique. Et quand je dis que cette réforme fait l'unanimité contre elle, je ne vais pas me prononcer au nom des Français, ça serait très absurde. Mais je remarque quand même que les principales centrales syndicales de ce pays, et même ceux qui représentent les cadres, qui sont traditionnellement quand même ils sont pas plus allants. D'accord sur les points qu'ils voudraient voir je m'excuse, mais quand on entend le représentant de la CGC qui exprime aussi des inquiétudes pour ceux qui représentent, c'est-à-dire les cadres, normalement, le gouvernement devrait se poser des questions. Et le sentiment qu'on a ce soir, à la veille des vœux présidentiels qui ne changeront rien, je vous l'annonce d'ores et déjà, c'est que le gouvernement n'entend pas ce qui se passe dans le pays. Et on avait déjà eu ce sentiment au moment de l'affaire des Gilets jaunes, parce que c'est quand même quelque chose qui a duré très très longtemps, et la situation s'est dénouée. C'est quelque chose, il a été l'une des figures du mouvement. Peut-être, la situation s'est dénouée lentement, et d'ailleurs pas totalement. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de réponse. Donc à un moment quand même, pour un président qui se dit réformateur, mais aussi à l'écoute du pays, il serait temps, c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'il se réforme lui-même. Et manifestement, il a du mal. Sur le financement, Benjamin Cauchy, c'est soit la réforme ou soit l'effondrement du système ? S'il y avait véritablement un problème de financement, je ne comprends pas pourquoi le président de la République décide, par le biais de ce projet de loi, d'exempter les 300 000 plus grands revenus de cotisations sur tout ce qui est au-dessus de 10 000 euros. C'est 3 milliards de cotisations qui ne vont pas rentrer dans la caisse.
Et la Chambre des comptes a rendu un rapport comme quoi il y avait 15%, à peu près 15% des retraites qui étaient virées à l'étranger étaient virées à des pensionnaires décédés, ce qui représente à peu près 1 milliard d'euros. En l'espace de 30 secondes, je viens de vous trouver 4 milliards d'euros, monsieur le ministre. Deuxième élément, le corps explique qu'il y aura un déficit conjoncturel aux alentours. Le corps, Conseil orientation des retraites, précise, explique qu'il y aura un déficit aux alentours de 2025, d'accord, entre 8 et 17 milliards. 15, oui, c'est ça, 15 milliards. Or, en 2024, il y a la CADES, qui finançait la dette sociale, qui n'aura plus à financer la dette sociale. Donc il peut être un recours également. Donc si vous voulez, l'équilibre financier des retraites peut être trouvé sans mettre à mal. Je comprends qu'il puisse y avoir au cas par cas, sur certains régimes spéciaux, des aménagements à faire. Mais est-ce que pour autant on doit prendre en otage 97% des salariés pour modifier 3%? Alain Richard. Oui, alors, on ne va pas se compliquer la vie sur les chiffres, mais quand vous dites qu'il y a 15% des retraites qui seraient versées à l'étranger de façon fictive et que ça fait 1 milliard, je vous signale que le total des retraites, ça fait 300 milliards. Donc s'il y avait 15% qui manquaient, ça ferait 40%, ça ferait 40 fois ce que vous dites. 15% des 6 milliards qui sont versés à l'étranger. D'accord ? Non, soyons précis. Donc, je crois simplement qu'on a devant nous la question, est-ce qu'on souhaite rester dans un régime de répartition dans lequel ce sont effectivement les rémunérations des actifs avec les cotisations qui financent les retraites des retraités. On est déjà en dérive par rapport à ce système du fait que, en particulier, les régimes spéciaux sont fortement subventionnés par l'impôt. Et donc, on n'est plus dans le régime les actifs payent les retraites. Si on veut en sortir, moi je comprends tout à fait qu'avec un autre schéma politique de gens qui sont défavorables à une économie de marché, on dise on va faire des prélèvements supplémentaires de tous les côtés pour payer les retraites parce qu'on ne veut pas les faire payer par les actifs. Le principe du régime à points, c'est qu'on veut pérenniser un système de répartition dans lequel les actifs payent pour les retraites. Si on pense que dans les 40 ans qui viennent, il n'y aura pas de mutation démographique qui obligeront à des ajustements pour rester dans un système de répartition, je pense qu'on se leurre. Donc le régime par points, il a pour objet de permettre que ces adaptations lentes, qui tiendront compte des flux économiques et de la réalité démographique, se fassent de façon concertée sur l'ensemble de la population et en responsabilité. On va conclure de débattre sur le fond. C'est là qu'on a un désaccord de fond. C'est sûr, vous avez un désaccord de fond. Mais moi, je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, Emmanuel Morel, sur l'absence des ministres, l'absence du gouvernement. Et vous n'êtes pas le seul à avoir alerté sur ce point. Je voudrais qu'on écoute ensemble un représentant des usagers qui prennent les transports en commun et qui sont bloqués pour ceux qui sont principalement en Île-de-France. Écoutons-le. Moi, j'attends quand même du gouvernement qui prenne des contacts au moins avec les syndicats réformistes avant le 7 pour essayer de trouver une issue à cette crise, pour que ça débouche rapidement et le plus tôt possible dès que les gens rentrent de vacances. Est-ce que ce n'est pas un peu trop tard d'attendre le 7 janvier pour la reprise des négociations ? Je vais vous révéler un énorme secret. Ça va faire trembler la table. Je pense que les contacts ont lieu et qu'ils vont se développer avant le 7 janvier. En coulisses, loin des caméras. Oui, vous avez quand même le Premier ministre. Dans des réunions de travail. Oui, mais c'est quand même... Monsieur Richard, le Premier ministre lui-même a totalement disparu des écrans radars au moment où le pays... Il a 2-3 collaborateurs. Ouais, je m'excuse, mais ces collaborateurs, ils n'ont pas de compte à rendre au peuple français. C'est le cas du Premier ministre. Donc pourquoi il ne s'exprime pas depuis maintenant 15 jours sur un sujet qui non seulement intéresse les gens, mais les angoisse. Moi, c'est ça qui me surprend. Et ça témoigne, à mon avis, d'une gêne. Mais ça témoigne aussi peut-être, et c'est là, j'en viens au désaccord que nous avons, parce que vous nous présentez la retraite par points comme la seule façon de pérenniser, vous avez fait un lapsus, vous avez dit pénaliser, mais pérenniser le régime par répartition. Mais c'est pas grave. Ça non, mais simplement, je ne l'ai pas fait, vous avez mal entendu. On réécoutera. On réécouterait. Mais moi, ce que je crois, et les expériences étrangères de ce point de vue-là sont quand même très intéressantes, c'est que le passage à la retraite par points, qui crée une angoisse par rapport à l'avenir, une imprévisibilité quant à la valeur du point, fait que les gens se retournent, ceux qui en ont les moyens, massivement vers la capitalisation. Et je fais le lien politique avec le vote de la loi Pacte il y a très peu de temps, où justement on a mis en place des mesures fiscales pour favoriser les plans d'épargne retraite, c'est-à-dire la retraite par capitalisation
pur et simple. Et ben moi, ce lien, je le vois évident. Et quand vous me dites, on est là pour sauver la retraite par répartition, eh bien, j'en suis pas sûr. Vous voyez, j'en suis pas sûr. Et ce qui se passe dans les pays étrangers m'incite à la prudence. Moi, je pense qu'il y a plein de façons de rétablir l'équilibre financier dans le système actuel. Il y a des choses à réformer à la marge, mais ce que je crois en tout cas, c'est certainement pas en passant par un régime qui est faussement universel. D'ailleurs, il est de moins en moins, vous avez vu, chaque jour, on nous annonce une exception supplémentaire. C'est bien qu'il y a un problème et que la seule chose universelle, c'est la baisse des pensions à la fin. Geste d'apaisement ou fermeté, les vœux d'Emmanuel Macron seront évidemment à suivre en direct sur LCI à partir de 20h. Analyse en plateau avec nos invités. Les vœux, un exercice à haut risque alors que le ton est monté d'un cran entre le gouvernement et les grévistes. On en débat dans un instant avec un représentant de la CGT. Et puis nous parlerons de vos baisses d'impôts, la baisse promise de 5 milliards d'euros qui arrive en janvier. Allez-vous en profiter? Eh bien, réponse dans le Grand Soir. Restez avec nous. Le Grand Soir se poursuit avec nos invités politiques. Alain Richard pour La République En Marche, Benjamin Cauchy pour Debout la France, Sandra Regol pour Europe Écologie Les Verts, Emmanuel Morel pour la gauche républicaine et socialiste. Et accueillons Olivier Thériault, bonsoir, délégué du personnel CGT RATP Bus. Merci d'être avec nous en direct dans Le Grand Soir. À qui la faute si le mouvement social bat le record de 95, 26e jour de grève, négociations à l'arrêt, vive tension entre le gouvernement et la CGT, qui accuse le gouvernement de jouer le pourrissement et d'organiser le bordel, je cite là Philippe Martinez, tandis que le gouvernement accuse le syndicat de pratiquer, je cite, un syndicalisme d'intimidation. Écoutez ce que dit aujourd'hui le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Je constate des mots d'une grande violence. Vous savez, moi je pense qu'il faut apaiser le débat, mais pour apaiser le débat, il faut vouloir concerter. Si dans la concertation, certains vous disent moi c'est le retrait d'un texte et de tout projet gouvernemental parce que j'ai décidé que ce texte était mauvais, ça n'est pas comme ça que se passe la concertation. Donc le dialogue a eu lieu, il se poursuit, il est essentiel qu'il puisse se poursuivre. Mais le dialogue, ce n'est pas d'exiger le retrait, ça n'est pas non plus d'empêcher les mobilités ou d'empêcher les gens qui vivent en Île-de-France de pouvoir se déplacer librement, comme ce doit être le cas au quotidien pour chacun. Olivier Thériault, qu'est-ce que vous répondez à Christophe Castaner qui vous reproche de ne pas dialoguer? Ça me fait beaucoup rigoler parce que M. Castaner, c'est vraiment le champion du dialogue. Il n'y a qu'à voir devant nos dépôts tous les matins le dialogue des forces de l'ordre sur nos pauvres retraités ou nos femmes qui viennent bloquer les dépôts pour soutenir les grévistes de la RATP. Donc en termes de dialogue, je pense qu'il ferait mieux de se taire, ce monsieur. Ce soir, la CGT annonce le blocage total des raffineries du 7 au 10 janvier. Est-ce que ça ne va pas trop loin? Est-ce vraiment une manière de dialoguer, si je reprends les termes du ministre de l'Intérieur? Alors, déjà, je voulais juste reprendre un petit peu votre intervention avant. Vous disiez que c'était la guerre entre le gouvernement et la CGT. Ça, c'est une petite manœuvre qu'on voudrait un petit peu dénoncer. Le ton monte d'un cran, vous l'avez entendu. Mais il monte pas d'un cran avec la CGT. Il monte d'un cran avec les grévistes. C'est pas la même chose. Parce que mettre en avant la CGT, c'est dire, soi-disant, que des syndicats réformistes seraient les gentils syndicats. D'accord ? Sauf que dans l'histoire, l'ensemble des grévistes sont solidaires et ne veulent pas de cette réforme. Donc il ne faut pas éloigner la réalité. Hein. On n'est pas des théoriciens de la vie. Nous, on est sur le terrain et on sait de quoi on parle quand on dit que la grève, ce ne sont pas les organisations syndicales qui les tiennent, mais bien les grévistes. D'ailleurs, dedans, vous avez des personnes qui ne sont même pas syndiquées. Voilà. Et donc, du coup, j'ai oublié votre question. Sur les blocages, je rebondis sur les blocages. Les blocages, c'est une forme. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Tout ce qui va bloquer l'économie, plus on bloquera vite l'économie et plus les représentants du capital que sont Monsieur Macron et tout son gouvernement seront obligés de plier. Voilà. Si on avait massivement une France en grève, on n'en serait déjà pas là. Et c'est pour ça que nous appelons à généraliser la grève, parce que c'est pas le problème de la RATP ou de la SNCF, même si on comprend au fur et à mesure des petits accords qu'essaye d'avoir le gouvernement que l'idée c'est de se payer la tête de la RATP, de la SNCF et des profs. La question c'est, les Français n'y comprennent plus rien, quoi. Donc faut arrêter de nous faire passer pour les méchants. Faut arrêter de dire que c'est la CGT qui se radicalise ou qui est violente.
Voilà, la violence, c'est les manifestants qui les vivent dans les manifs. Ce sont, moi encore ce matin, je peux vous dire, je connais le coup de la lacrymo, et pourtant je suis un pacifique. Hein. Je vous invite à venir sur les piquets de grève devant les dépôts de bus RATP, et vous verrez de quel côté se situe la violence. Et je pense que la violence sociale, c'est pas nous qui l'orchestrons. Alain Richard, qu'est-ce que vous répondez? C'est un discours qui est tout à fait honorable. Simplement, si un de vos collègues non grévistes veut sortir avec son bus, il doit sortir. Et il doit rendre le service public. D'accord. Donc s'il y a des personnes qui empêchent le bus de sortir, c'est le travail quand même des forces de l'ordre de dire aux personnes de s'écarter. Et qu'est-ce que vous pensez qu'à un moment, pourquoi il y a une désobéissance citoyenne? Vous ne pensez pas qu'à un moment, c'est le rôle du peuple de se lever contre une réforme qui ne va pas dans leur sens? Quand on parle de la Révolution aujourd'hui, monsieur, excusez-moi, on fête la Révolution française, d'accord, la Révolution bourgeoise au passage, où c'est les bourgeois qui ont pris le pouvoir en servant de la misère du peuple. Mais on le fête aujourd'hui, on fait une journée, on a un jour férié là-dessus. Et on est content de dire mai 68, c'est génial, on a eu des grandes avancées. Bah, excusez-moi, il ne se passe pas quelque chose de différent et on est en train de criminaliser les mouvements de grève, alors qu'en fait, c'est un peuple qui est en train de se réveiller. Hein, vous avez un an de gilets jaunes, vous avez aujourd'hui une convergence qu'on a essayé d'empêcher depuis un moment. Moi, je fais les deux. Je fais les manifs gilets jaunes et je fais les manifs de la CGT. Et je peux vous dire que la dernière manif à République, on a nassé les gilets jaunes pour les empêcher de rejoindre la manif de l'Interpro. Donc tout ça, c'est ce qui se passe sur le terrain. Moi, je vous entends, vous êtes calme, vous êtes posé, vous êtes un grand politicien, vous avez de l'expérience. Mais malheureusement, ça suffit pas. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une prise de conscience qu'à un moment, le capital, il a trop pressurisé son peuple et que M. Macron, qui en est le représentant, aujourd'hui, son seul problème, c'est son arrogance et le fait qu'il n'est pas en mesure de reculer parce que c'est un petit enfant gâté qui était, voilà, comme à l'époque M. Juppé, il ne veut pas perdre la face, sauf qu'il va lui arriver le même sort. Et on met en garde aujourd'hui parce que... En êtes-vous si sûr, Olivier Thériault, quand on regarde ce que dit la SNCF, hein, qui indique aujourd'hui que le taux de grévistes s'établit à 7,1%. Alors on rappelle que pour les conducteurs, hein, c'est 32,5%, 18% pour les contrôleurs et 9% pour les aiguillères. Est-ce qu'il n'y a pas le risque d'une lassitude de la part de ceux qui font grève? Parce qu'on sait qu'il y a de plus en plus de grévistes qui ont choisi de reprendre le travail. Ça, c'est bien orchestré pour essayer de casser un mouvement de grève. Vous allez le prendre comme un boomerang. Hein. C'est dangereux ce que vous êtes en train de faire en communication. On donne la parole à tout le monde. On donne la parole à la SNCF, on vous donne la parole, on orchestre. Moi, je vous dis, restez quand même très attentifs à ce qui va se passer à la rentrée. Là, vous êtes en train de souffler sur des braises. Vous pouvez raconter aux usagers que ça va mieux se passer, mais malheureusement, ils vont constater que ça va être un vrai bordel à la rentrée et ça ne sera pas notre faute. Nous, on a prévenu. On va aller jusqu'au bout, on est déterminés, parce que ce que l'on fait, c'est pour défendre une cause noble, une cause qui idéologiquement est valable, et on sait très bien que derrière, c'est des BlackRock et des AXA, tous les copains de M. Macron qui l'ont mis au pouvoir, qui vont récolter le fruit de notre travail. Parce que vous parliez tout à l'heure de financement. Le président de la République, même vous parliez, oui, bien sûr. Mais non, mais attendez, élu, je pense que si vous voulez, on y croit. Mais oui, non, mais tout à l'heure vous parliez de financement, mais sauf que ce qu'on n'explique pas, à chaque fois on n'a pas de réponse. Ça a été lancé tout à l'heure. Hein. Vous aviez commencé à élaborer, mais je crois que vous êtes un tout petit peu trompé sur les chiffres. Mais vous avez parlé de 3 milliards, moi je parle de 72 milliards. Hein, avec de cadeaux en tout cas qui disparaissent des caisses de retraite sur cette histoire des 10 000 euros hein, pour les. Mais Olivier Thériault, pour être très très précis, Elisabeth Borne a estimé avoir fait un geste envers vous, et je voudrais qu'on regarde ensemble ce qu'elle a dit. On a vraiment pris en compte l'attachement des agents de la RATP et la SNCF à leur régime spécial. Je pense qu'il y a eu des avancées, des garanties fortes qui ont été données. J'invite chacun des agents à prendre connaissance des avancées et j'espère que le travail pourra reprendre. Donc, c'est très bien. C'est très bien. Là, je veux vous apporter la preuve que si on continue de faire grève, c'est justement pas pour défendre nos petits précarés, mais pour mettre définitivement en échec une réforme qui va mettre à mal tous les Français. Tous les Français. Et là, vous ne pouvez plus nous opposer que nous sommes en train de nous battre pour nos régimes spéciaux. Nous nous battons depuis le début à la SNCF et à la RATP pour enlever cette réforme qui va toucher l'intégralité des futurs pensionnés. Sandra Rogol. Oui, c'est important de souligner ça, parce qu'on n'arrête pas d'entendre parler du droit de grève. Oui, effectivement, il existe dans le droit de grève. Mais quand vous avez un emploi qui est précaire,
quand vous dépendez d'un secteur d'activité dans lequel il y a une forte pression à l'emploi, eh bien ce droit, vous n'êtes pas en mesure de l'exercer, même si vous êtes solidaire de la grève, même si vous voulez vous battre contre ce projet de réforme. Et pendant ce temps, il y a des gens qui prennent sur eux, sur leur salaire. La grève, c'est pas gratuit. Si effectivement le taux de grévistes n'est pas tout le temps aussi haut, c'est parce qu'il y a des personnes qui depuis bientôt un mois ne perçoivent plus de salaire. Ce sont des gens qui se sacrifient pour que tous les autres puissent ne pas être oppressés par ces mesures qui sont mises en place. Et c'est important de le rappeler. La grève, c'est pas des vacances. La grève, c'est fatigant. C'est faire des piquets. C'est ne pas avoir de salaire. C'est le faire juste avant Noël, au moment où on a besoin d'avoir de l'argent pour faire plaisir à ses enfants, à sa famille, à ses amis. En fait, on ne parle pas de quelque chose qui est facile. Faire grève, ce n'est pas facile. La preuve, tout le monde n'a pas les moyens d'être en grève aujourd'hui. Et quelques personnes, on pourrait les en remercier parfois, font ce travail pour l'ensemble du collectif. C'est pas rien. Après, ce qui m'inquiète beaucoup dans tout ça, dans cette volonté qu'a le gouvernement de ne pas dialoguer, puisque c'est la réalité, c'est que beaucoup des politiques d'Emmanuel Macron s'inspirent, sont assez vieilles, s'inspirent de celles de Margaret Thatcher en Angleterre, pardon. C'est-à-dire que la réforme de la SNCF, c'était déjà Richard ça. sourit quand il vous entend. Oui. La réforme de la Margaret SNCF, la mise en place des bus pour concurrencer le rail, c'était déjà ça. La suppression des postes à la SNCF, c'était déjà ça. D'ailleurs, notez que cette suppression des postes fait qu'aujourd'hui, le gouvernement est légitime à dire, vous voyez bien que ces retraites ne se financent plus. Évidemment, c'est mathématique, quand on supprime des postes, quand il y a moins de gens à la sortie pour les financer, eh bien, ça ne se finance plus. Et vous allez voir, c'est amusant, parce qu'en fait, dans toute la fonction publique, c'est la même chose. Si aujourd'hui, le gouvernement dit c'est ce régime de retraite, ou alors vous n'aurez plus de retraite, c'est uniquement parce qu'il a supprimé des centaines de milliers de postes de fonctionnaires. Alors, il n'était pas tout seul, les régimes de droite l'ont fait avant, le précédent gouvernement n'était pas exemplaire non plus, voilà. Il y avait des écologistes dedans, d'ailleurs. Mais oui, tout à fait, qui ne sont pas restés parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec la politique du gouvernement. C'est ça aussi, faire un acte politique. Et donc, je vais juste conclure. Margaret Thatcher a eu des mineurs en grève pendant 1 an. Une année entière de grève pour les mineurs qui étaient en lutte contre ces réformes. Et sa volonté, ça a été de laisser pourrir et de laisser ces gens qui étaient déjà très pauvres s'appauvrir encore plus. J'ai très peur qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron ait la même stratégie de division et d'appauvrissement des personnes jusqu'à l'usure. On parle de la RATP et de la SNCF, mais ils ne sont pas les seuls à avoir montré les muscles. D'autres professions se sont fait entendre et le gouvernement a déjà accordé des dérogations aux policiers, aux pilotes, aux pompiers, aux militaires, aux routiers, aux marins-pêcheurs, aux danseurs de l'Opéra de Paris, si bien qu'on se demande... Pas encore, c'est en négociation. Pour l'instant, il y a déjà une proposition de faire en sorte que la réforme des retraites ne s'applique pas à ceux qui sont déjà danseurs. Vous avez oublié les sénateurs. Ça fait 5 jours qu'il y a un communiqué quand même où ils disent qu'ils n'en veulent pas. Mais bon. Mais je dis qu'il y a une avancée. Après, je ne dis pas qu'ils sont d'accord ou pas. Mais il y a des concessions. Il y a des concessions qui sont faites. Si bien qu'on se demande si à la fin, le principe même de régime universel ne sera pas renié. Écoutez Laurent Jacobelli pour le RN et Manon Aubry pour la France Insoumise. Le leitmotiv premier que l'on entend de la part du gouvernement pour cette réforme, c'est l'universalité de la réforme. J'ai compté, on en est à 9 concessions, 9 régimes spéciaux qui sont conservés. C'est bien la preuve que l'universalité n'a aucun sens. Le président reste aveugle et sourd, il s'entête comme un enfant obtus, comme un enfant gâté sur sa réforme des retraites. Le Premier ministre semble vouloir lui faire plaisir comme un bon élève en la faisant passer coûte que coûte, quitte à la vider d'ailleurs de tout son sens. Alors Richard, le gouvernement va-t-il vraiment instaurer un régime universel si finalement on fait une exception pour chacun? C'est le petit bref dialogue que nous avions avec Mme Rugol tout à l'heure. fait. Est-ce qu'on met les 30 millions d'actifs dans un régime dans lequel ils partagent les mêmes droits en fonction de leurs conditions, de leur déroulement de travail? Je rappelle d'ailleurs, par rapport à la critique qui était faite en disant on va prendre l'ensemble de la durée, c'est ce que l'on fait depuis 60 ans pour les retraites complémentaires, qui prennent en compte la valeur des salaires obtenus tout le long de la carrière et qui ont trouvé un équilibre. Là, le régime dont on parle, il englobe les retraites complémentaires et les retraites de base et il permet donc d'obtenir un taux de remplacement du dernier salaire par la retraite qui est comparable chez tout le monde. Avec, bien entendu, les cas de déroulement de carrière spécifique. C'est vrai que quand vous êtes pilote de ligne, c'est vrai que quand vous êtes policier sur la voie publique, vous avez des conditions d'exposition ou des conditions de stress qui ne sont pas celles de la
totalité des salariés qui justifie qu'on prenne en compte une pénibilité. Simplement, comme le dit toujours Mais vous avez Édouard Philippe, supprimé 4 régimes de excusez-moi, pénibilité. je souhaite pouvoir finir ma sur phrase sans vous déranger. Allez-y, Comme le dit Édouard Philippe, il n'y a pas d'énormes raisons que la pénibilité du chauffeur de bus de Lyon ou du Havre soit comptée de façon radicalement différente de la pénibilité du chauffeur de bus de Paris ou de la banlieue. C'est ça le régime universel. Vous avez déjà conduit un bus, monsieur, dans Paris? Pardon? Vous avez déjà conduit un bus dans Paris, monsieur? Il y a très très longtemps, j'ai fait du simulateur quand je faisais un stage. Non, mais nous, on ne simule pas, nous, on jouit de la vie. D'accord, monsieur, mais vous considérez que vous avez un droit spécifique par rapport à vos collègues de Lyon? Non, je considère qu'il faut... Donc ils doivent avoir la même pénibilité. Et donc le même âge de la retraite. Justement, alors Eh ben, justement... c'est ça le régime améliorer. universel. Vous savez, les chauffeurs de la TCL, c'est peut-être même de ceux qui sont le moins bien traités d'ailleurs parmi tous les chauffeurs de bus. Et bien sûr qu'ils mériteraient d'avoir des conditions meilleures pour leur retraite, évidemment. Je constate qu'ils ne sont pas en grève. J'ai pris le bus et j'ai pris le métro à Lyon la semaine dernière et ça marchait. Ils gagnent beaucoup moins d'argent, c'est sûr. Hein. C'est beaucoup plus dur de se mettre en grève quand on est à la TCL, monsieur. Emmanuel Morel. Je constate que, en fait, on parle d'universalité, mais pour le gouvernement, c'est l'uniformité. C'est bien le problème, c'est que les situations de travail sont très différentes, les situations de vie sont très différentes. Et c'est cette rhétorique-là qu'il va falloir, je crois, remettre en cause. Mais il y a autre chose, je reviens quand même sur ce qui a été dit. D'abord, dans les éléments de langage du gouvernement, il y a quelque chose de profondément malhonnête. Ça n'est pas le gouvernement versus la CGT. Ça, c'est faux, il faut le battre en brèche. Ceux qui aujourd'hui font la grève à la SNCF, à la RATP et dans d'autres secteurs, ils viennent aussi de l'UNSA, hein, ils viennent aussi de la CFDT, bah oui, parce que à la base, CFDT fait la grève, ils viennent de Sud, et surtout, la majorité sont non syndiqués. Donc, il faut arrêter avec cette rhétorique qui est insupportable et qui vise à stigmatiser un syndicat en particulier. On se demande d'ailleurs pourquoi. La deuxième, parce qu'il est particulièrement combatif, et que d'ailleurs, moi, je lui dis merci. Bon, et je le dis au nom de beaucoup de gens. Mais le deuxième élément, deuxième élément de langage qui est insupportable, franchement. Régis Debray, qui est un intellectuel que j'aime beaucoup, disait hier son malaise quand il voyait des gens qui gagnaient en général 10, en tout cas 5 fois plus que les agents de la RATP et de la SNCF parlaient de privilégiés. Franchement, c'est indécent de voir quelqu'un qui gagne 15 000 balles par mois expliquer que celui qui en gagne 2 000, c'est un privilégié. À un moment, et ça, tout le monde comprend, parce que le salaire moyen en France, c'est pas 5 000 ou 10 000 euros comme certains éditorialistes ou ministres. Donc ça, c'est quand même un peu de retenue, quoi. Donc il faut sortir de ces éléments de langage. Et puis la troisième chose, qu'on oublie toujours, la grève, ça n'est jamais un plaisir pour les gens. Enfin, généralement, c'est l'expression d'une souffrance, d'un malaise, d'une révolte contre une injustice. Et la plupart des gens dans le secteur privé, la vérité, c'est quoi? C'est qu'ils ne peuvent plus faire grève. Parce que le droit du travail étant ce qu'il est, la menace sur leur emploi est telle que, ils font grève par procuration. Et c'est pour ça que, contrairement à ce que j'entends ici ou là, les Français sont solidaires des grévistes et se reconnaissent dans ce mouvement parce qu'ils savent très bien qu'aujourd'hui, ceux qui sont en lutte, qui peuvent se le permettre parce qu'ils sont syndicalement forts, bien organisés, ils le font pour tous les autres. Et pour toutes ces raisons, moi je pense qu'on devrait leur dire merci. Et d'ailleurs, j'ajoute, chère madame, que la plupart des conquêtes sociales dans ce pays, elles ont été acquises grâce à des gouvernements de gauche la plupart du temps, mais aussi parce qu'il y avait des sacrés mouvements sociaux derrière pour les pousser et conquérir des droits sociaux. Et Alain Richard le sait autant que moi. Benjamin Cauchy, est-ce que vous pensez que finalement le gouvernement ira jusqu'au bout dans sa volonté de supprimer les régimes spéciaux quand on voit que beaucoup de dérogations sont déjà accordées et des concessions sont faites? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va conduire une coquille vide au Parlement pour ne pas perdre la face. Quand j'avais rencontré le Premier ministre l'année dernière pendant la crise des Gilets jaunes, il m'avait dit la différence entre une taxe et une réforme, c'est qu'une taxe, on peut revenir dessus. Une réforme, si on revient dessus, c'est un échec. Ça, je l'ai bien enregistré. Donc je comprends bel et bien aujourd'hui que s'ils reviennent sur cette réforme, encore une fois, c'est poser la valise jusqu'en 2022. Donc évidemment qu'ils vont aller jusqu'au bout. Mais ils sont en train de la détricoter de jour en jour. Là, 9 régimes spéciaux qui sont devenus spécifiques. Vous allez voir qu'à force de taper sur la SNCF et la RATP, ils vont essayer de faire des concessions à la SNCF et à la RATP. Elles sont faites. Elles sont faites. Je ne pense pas qu'elles soient faites. En tout état de cause, on a la chance aujourd'hui dans ce pays d'avoir des salariés qui se bougent les fesses, non pas pour eux seuls, mais aussi pour la grande majorité des salariés qui, comme moi, comme madame, devons aller travailler tous les matins. Voilà. Moi, j'aurais pas de retraite de sénateur à l'heure d'aujourd'hui. Je
ne seraient pas dans un régime spécial. Donc moi aujourd'hui je suis bien content qu'il y ait des salariés comme la RATP ou la SNCF qui aillent faire grève. Olivier Thériault, avant que vous nous quittiez pour que vous laissiez la place à une autre invitée, est-ce que vous attendez quelque chose demain de la part d'Emmanuel Macron qui présentera ses vœux aux Français ? Je ne sais pas ce qu'on peut attendre du président, parce que s'il nous sort la solution demain, je me dis quand même, ça aura fait beaucoup de jours de grève alors qu'il avait la solution dès le départ, quoi. Donc non, on attend quoi ? Enfin si, sauf s'il nous fait une belle surprise, alors là je dirais chapeau bas, quoi. S'il nous dit bon on retire tout, super, on aura au moins l'occasion de fêter le nouvel an. Il ne sera plus le serviteur du capital à ce moment-là. Oui, mais vous inquiétez pas, il a prévu de s'occuper des APL derrière, donc il a encore plein de petites surprises pour le peuple. Non, mais du coup, nous, comme on fait le gréveillon du Nouvel An dans mon dépôt à Asnières demain soir, on aura une bonne raison dans la rue avec tous les habitants de Gennevilliers et d'Asnières qui viendront nous rejoindre de faire la fête, pour de vrai. On comprendra que, en tout cas, vous suivrez les vœux d'Emmanuel Macron, même si vous n'espérez pas grand-chose de ces vœux. Merci Olivier Thériault, délégué du personnel CGT RATP Bus, d'être venu dans le Grand Soir sur LCI. Y aura-t-il des concessions, un geste à la réforme des retraites? Réponse dans moins de 24 heures. Les vœux du président sont évidemment à suivre en direct sur LCI à partir de 20h. Un geste va être fait à coup sûr. C'est un geste fiscal pour les Français soumis à l'impôt sur le revenu. Et on va en parler avec notre invitée qui va s'installer, Virginie Pradel, fiscaliste, présidente de l'Institut Vauban. Merci d'être avec nous. Installez-vous, je vous en prie. Vous avez écrit Impôt Mania, l'absurdité fiscale française aux éditions de l'Observatoire. Souvenez-vous, le gouvernement s'était engagé à l'issue de la crise des Gilets jaunes à baisser les impôts. 5 milliards d'euros de baisse ont été promis pour 17 millions de ménages. Nous avons donc décidé d'une baisse d'impôts historique. 5 milliards de baisse d'impôts sur le revenu. Qui s'ajoutent à des baisses d'impôts pour les ménages qui ont été engagées depuis le début du quinquennat. La plus grande baisse d'impôts qui a été décidée. Le gouvernement d'Emmanuel Macron aura donc été celui qui aura le plus baissé les impôts de tous les gouvernements de la République. C'est massif, c'est clair, c'est net. Les baisses d'impôts se verront sur votre fiche de paye au mois de janvier, mais êtes-vous concerné? L'objectif est de faire baisser la pression fiscale sur les classes moyennes, raison pour laquelle la première et la deuxième tranche d'impôts imposables seront concernées. Et on va prendre des exemples très concrets. Par exemple, un célibataire qui gagne 2 000 euros bruts par mois bénéficiera d'une baisse d'impôt de 549 euros par an. Un couple qui gagne à 5 600 euros bruts par mois bénéficiera d'une baisse d'impôt de 908 euros par an. Est-ce que le gouvernement, sur ce point, est en train de tenir ses promesses? Virginie Pradel. Assurément. Il tient sa promesse. Il y a une baisse qui est réelle, mais qui doit être relativisée, parce que vous avez passé quelques extraits montrant le gouvernement qui se vante de faire les baisses les plus importantes sous la Ve République. Bon, faut quand même relativiser ces propos. Les impôts baissent, mais ils n'ont jamais été aussi élevés. Donc, je vous donne un exemple. S'agissant de l'impôt sur le revenu, au cours de la dernière décennie, le seul impôt sur le revenu progressif a augmenté de plus de 20 milliards d'euros. D'accord. Au cours des dernières années, il y a eu différentes mesures. C'était avant l'arrivée du président Macron. Avant l'arrivée du président Macron, mais bon, les gens ne raisonnent pas qu'à travers Macron, et forcément, on a eu une hausse très importante au cours des dernières années. Pour vous donner une idée, on est passé d'environ 54 milliards à aujourd'hui 75 milliards. Donc il y a quand même une pression fiscale énorme qui s'exerce sur les classes moyennes et classes moyennes supérieures. Et le geste qui est fait, qui doit être salué, parce que toute baisse d'impôt doit être saluée à mon sens, ne vise quand même qu'une partie de ces classes moyennes. Non, vous pouvez pas dire ça. Excusez-moi, c'est pas quand dire ça. Et les impôts, ça sert à quelque chose. Ça sert à financer des services publics, des hôpitaux, des écoles. Attendez, mais c'est parce que je dis là, je vous dis qu'on a une baisse d'impôts mérite d'être saluée. C'est pas vrai. Avec vous, on n'est pas d'accord. Plutôt que parler de l'impôt sur le revenu, qui ne représente pas grand-chose dans les recettes fiscales de l'État, parlez plutôt de la TVA, parce que la TVA, elle ne baisse pas. Or là, pour le coup, tous les Français sont concernés, quel que soit leur niveau de revenu, et de toute façon, c'est pas progressif. Vous devriez parler, par exemple, de la CSG. On pourrait parler de la fiscalité locale. Est-ce que ce qui vient d'être fait, la baisse de la taxe d'habitation,
Mais le problème que ça crée notamment avec les départements, monsieur Richard, qui est sénateur spécialiste de ces questions, pour en parler, est-ce que ça c'est juste? Oui, non mais vous pouvez pas dire toute baisse d'impôts c'est bon à prendre. Ça c'est pas vrai. Écoutez, excusez-moi, monsieur, non, vous êtes absolument pas pour ça. Chacun a le droit d'avoir son opinion. Ça va à l'encontre de la logique élémentaire du modèle social français qui veut quand même que les services publics soient financés. Non mais votre modèle social, monsieur, enfin, tout le monde n'a pas la même... Celui auquel nous sommes tous très attachés. Vous êtes attachés aux services publics comme moi, aux hôpitaux, mais écoutez, aux écoles. Quand même qu'il y a quand même aujourd'hui un certain nombre de Français qui considèrent que... c'est un cri du cœur, c'est pas grave. Non mais c'est un cri du cœur, mais ce que je veux dire, ne pensez pas non plus avoir le monopole du modèle social. Ne dites pas le monopole du cœur, ça a déjà été tenté il y a longtemps. Le monopole du cœur, c'est ça que je dis. Non mais il n'y a pas de modèle social idéal. Vous avez votre conception, j'ai la mienne. Force est de constater qu'aujourd'hui, il y a une pression fiscale qui tend à s'intensifier de plus en plus sur une certaine partie de la population qui, à mon sens, ne fait pas assez l'objet de mesures fiscales. Je pense notamment aux classes moyennes qui sont un tout petit peu trop aisées, sans être aisées, et qui ne bénéficient pour l'heure ni de la baisse de la taxe d'habitation, ni d'une réelle baisse de l'impôt sur le revenu, parce que rappelons que la baisse de l'impôt sur le revenu concerne principalement la première tranche, les personnes qui sont taxées au taux de 14%. Ceux qui sont à la tranche de 30% vont bénéficier d'une baisse plafonnée à 125 € par part. Quant à ceux qui sont à 41% ou à 45%, alors eux... Il n'y aura pas de baisse d'impôt du tout. C'est complètement gelé. Mais ils ont eu plein de baisses au début. Mais ils ont aussi la baisse de la tranche de 11%, voyons. Bah oui. Ah non, ils n'en profitent pas. Non. Ah non, il faut bien expliquer le dispositif. Sur la tranche de 11, de 14 à 11, elle bénéficie à tout le monde. Non, attendez. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une baisse de 14% à 11%. D'accord, on a une baisse de 3 points. Ça, c'est pour tout le monde. Non, c'est pas pour tout le monde, parce que l'avantage fiscal qui en résulte est gelé. Plafonné. Ah, moi, j'avais compris comme Virginie Pradel. Il est plafonné pour ceux qui sont à 30%, mais pour ceux qui sont dans les deux dernières tranches, l'avantage est carrément annulé. Ce qui pose d'ailleurs un problème au niveau, en matière d'égalité devant l'impôt, ça veut dire qu'on fait un cadeau que pour ceux qui sont le moins aisés. Bon, je peux comprendre, de toute manière, il n'y a pas de baisse de la dépense publique, donc on ne peut pas baisser pour l'heure les impôts pour tout le monde, mais on ne peut pas dire que c'est une baisse qui profitera à tout le monde, c'est une baisse qui est ultra ciblée et qui bénéficie aux plus modestes. Mais rappelez quand même ceux qui sont à 40% d'impôt sur le revenu, rappelez ce qu'ils gagnent. Bon, Benjamin Cauchy, à 30%, ça nous met très haut. Attendez, je peux juste donner un petit exemple, parce que j'ai utilisé le simulateur avant de venir, je suis désolée. Par exemple, pour un couple qui gagne 54 000 € à deux. Enfin, moi, quand j'utilise le simulateur, donc 54 000 € à deux, ça fait 27 000 € pour deux personnes. Je vois que c'est un couple qui payait en 2019 7 210 €, qui en 2020 devrait en payer 7 084 €, donc qui bénéficie d'une réduction de 126 €, soit même pas 2% du montant de son impôt. Peu de temps, Benjamin Cauchy. Oui. Écoutez, la baisse de l'impôt sur le revenu, c'est un engagement qui a fait suite à la crise des Gilets jaunes, donc on peut enfin se féliciter qu'il y ait au moins un engagement de tenue. Il faut reconnaître quand ça va dans le bon sens. Maintenant, on entend bien ce que vient d'expliquer Madame Pradel, c'est que la baisse des impôts, qui est indispensable pour relancer l'économie, ne sera pas répercuté sur tout le monde. En revanche, si on voulait véritablement baisser plus encore les impôts tout en maintenant une qualité de service public, ça serait d'aller chercher l'argent dans la fraude sociale et dans la fraude fiscale, monsieur le sénateur. Et là, pour le coup, quand on voit le facile quand on est dans l'opposition. Vous croyez qu'on ne fait rien? Mais écoutez, je ne sais pas. Au dire de Madame Goulet, vous venez de le dire, vous ne savez pas. Votre collègue Madame Goulet, sénatrice, qui a rendu un rapport sur la fraude sociale, pour incomplet, et elle le reconnaît, a bel et bien expliqué. La fraude sociale. Absolument. Il y a également la fraude fiscale et l'évasion fiscale. La fraude fiscale est une énorme Absolument. part Donc il y a des poches d'argent à les récupérer qui pourraient également servir à la fois à maintenir une qualité de service public. Vous avez la facilité du YACA. Il y a des milliers de fonctionnaires qui travaillent là-dessus avec des instructions précises pour essayer d'aller... Monsieur Richard, je vous interromps. Ça fait 30 ans que vous êtes au pouvoir dans un ministère ou dans les parlements. Je crois que nous, on dit des YACAM, on n'attend qu'une chose, c'est de prendre le pouvoir et de changer la donne. Parce que ça fait 30 ans que vous nous mettez dans le mur, monsieur. Les baisses d'impôts, c'est toujours agréable au moment où on les reçoit. On ne va pas se cacher, on ne va pas être hypocrite dessus. Effectivement, ça allège. Mais après, quel est le prix à payer pour ces baisses d'impôts? Est-ce que c'est des hôpitaux encore plus en difficulté et
donc ne plus avoir les moyens de se soigner? Est-ce que c'est une école encore plus en difficulté, qui a déjà beaucoup de manque de moyens, et donc des enfants qui n'ont pas une éducation à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre? Est-ce que c'est une sécurité qui est altérée? On a déjà des policiers aujourd'hui qui achètent leur propre équipement parce qu'ils n'ont pas suffisamment de dotation. Est-ce que c'est la suppression des cours de musique, des cours de sport dans les villes, dans les campagnes, dans les départements, parce qu'il n'y a plus cette dotation? En fait, c'est ça la vraie question. C'est quel est le levier d'impôt pour quel service, pour quelle amélioration de la vie des personnes. Et on peut utiliser les tableurs Excel autant qu'on veut, c'est joli de faire des baisses d'impôts, on en est tous ravis, mais si on le paye au prix double, triple ou quadruple ensuite dans notre vie de tous les jours, par notre santé, parce que rien n'est fait pour nous protéger du dérèglement climatique, des produits toxiques, on a encore vu le cas avec Lubrizol il n'y a pas longtemps, et bien tout ceci, ce sont des économies de bout de chandelle qui à la fin nous coûtent beaucoup plus que ce que ça nous a rapporté. Alain Richard. Oui, moi je rejoins Mme Regold sur le fait qu'on ne fait pas des baisses d'impôts complètement à crédit. Ça veut dire qu'il faut à la fois s'efforcer de maintenir le niveau de service public et de l'améliorer là où c'est nécessaire, par exemple avec la création des classes dédoublées pour les quartiers difficiles. Donc il faut être capable de faire des dépenses supplémentaires lorsqu'il y a vraiment une nécessité sur le plan social, et de gagner de l'efficacité dans la vie des services publics, de manière à pouvoir faire des baisses d'impôts qui ne présentent pas du déficit supplémentaire. Donc ça se fait forcément de façon graduelle. Bon, je comprends mes amis du gouvernement qui disent que c'est une baisse forte. Enfin, ça reste quand même 5 milliards sur, en gros, 500 milliards de recettes publiques, quoi. Virginie Pradel, vous restez avec nous parce qu'on aura besoin de votre expertise tout de suite dans le Grand Journal de 23h. Merci d'être venu débattre dans le Grand Soir. Tout de suite, le Grand Journal de 23h.